Où va le monde? Certains retiennent de l'actualité internationale les coups d'État, les conflits, donc les migrations, les ruptures technologiques et les rivalités entre nations, donc la concurrence généralisée. D'autres regardent notre planète comme un gâteau, à engloutir, en dépit de la crise climatique. Ils salivent sur les profits que la dérégulation, les possibilités de dumping social et l'optimisation fiscale peuvent générer. Mondialisation heureuse ou chaos global? Faut-il conquérir la Terre ou se prémunir des autres? Pour résoudre ce faux dilemme, le romancier et poète Édouard Glissant a inventé un beau néologisme: mondialité. Un mot qui désigne l'interdépendance qui régit désormais les relations entre les sociétés humaines sans tentation isolationniste, sans délire suprémaciste. Un humanisme radical et global qui postule, on va dire, que rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Mondialité, c'est le nom de cette nouvelle émission sur Off Investigation. Tous les 15 jours avec Bertrand Badi, politiste, spécialiste des relations internationales et auteur de nombreux livres dont L'art de la paix et pour une approche subjective des relations internationales, nous prendrons du recul et nous analyserons l'actualité internationale en prenant au sérieux aussi bien le centre que les périphéries, en ayant une option préférentielle pour les humiliés de notre temps. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse à la trajectoire d'un pays, les Émirats arabes unis, pays situé sur une plaine côtière désertique, frontalier avec la puissante Arabie saoudite, avec Oman, avec le Qatar, fédération de petits États riches en pétrole dont fait notamment partie Dubaï, paradis des influenceurs, des accro-shopping, paradis fiscal également, ou encore Abu Dhabi, lieu de toutes les prouesses architecturales, des gratte-ciels extravagants, des parcs d'attractions gigantesques, mais il n'y a pas que ça. Cette nation est peut-être en train de devenir, et pour le pire, une actrice importante des relations internationales. Depuis des mois, elle est accusée d'alimenter la guerre civile au Soudan et les ignobles exactions des milices des forces de soutien rapide, les FSR opposés au pouvoir de Khartoum, les FSR qui sont responsables de ce que certains qualifient déjà d'actes de génocide. Des images des rebelles au Soudan qui ont pris le contrôle de la ville d'El Fasher dans l'état du Darfour. Ils sont accusés de commettre depuis dimanche de terribles massacres de civils et d'avoir tué plus de 2000 personnes déjà. Le bilan est terrible, 13 millions de Soudanais ont été chassés de chez eux. De ce nombre, 9 millions ont fui à l'intérieur du pays et 4 millions se sont réfugiés à l'extérieur du Soudan, entre autres au Tchad, où se trouve notre envoyé spécial. Sophie, que sait-on de ces massacres de civils qui seraient perpétrés à large échelle par les paramilitaires? On craint vraiment le pire, Céline, parce que ces massacres sont commis dans une région, le Darfour, qui a déjà connu un génocide contre ces mêmes populations noires qui sont périodiquement massacrées par des milices arabes. C'est pour ça que l'ONU parle de ciblage ethnique et même de nettoyage ethnique. Bien entendu, les Émirats arabes unis nient catégoriquement, comme en témoigne cette passe d'armes au sein de la maison de verre de l'ONU à New York. Les Émirats arabes unis sont un État qui sponsorise le terrorisme, un terrorisme raciste. Nous vous avons soumis, Monsieur le Président, il y a une semaine, 6 passeports émiratis que nous avons trouvés à Khartoum lors d'opérations conjointes menées par les forces de soutien rapide. Nous les avons trouvés au cœur du champ de bataille. Nous considérons qu'il s'agit d'une utilisation honteuse de ce conseil par l'une des parties belligérantes du Soudan qui abuse de cette plateforme pour répandre de fausses allégations contre les Émirats arabes unis. Le seul moyen de régler ce conflit sera de passer par la table des négociations. Mais les Émirats arabes unis, on n'en parle pas qu'au Soudan, il est question de leur influence en Libye, au Yémen et même au Mali. Signataires des accords d'Abraham avec Israël, ils sont qualifiés de traîtres par une partie des opinions publiques arabes et l'Algérie les accuse de se mêler de ses affaires intérieures, en tout cas des affaires de son proche voisinage. Alors,
Que veut Abu Dhabi? Les Émirats arabes unis sont-ils le petit Satan du Moyen-Orient? Qu'en est-il des alliances entre la Fédération et les grandes puissances de ce monde? Et que nous dit l'activisme de ce qu'on pourrait appeler les petits États opportunistes dans le concert des nations en 2025? Ce sont toutes ces questions que je voudrais te poser, Bertrand. Mais commençons par un peu de contexte. Que se passe-t-il au Soudan? Qui sont les belligérants qui accusent les Émirats arabes unis et pourquoi? Alors le Soudan, c'est une tragédie d'autant plus insupportable qu'elle a suscité l'indifférence. Et il a fallu vraiment des événements d'une horreur absolue pour que l'opinion publique se réveille, et que l'opinion publique se réveillant, les chancelleries ouvrent timidement un œil, peut-être déjà pour le refermer, car tu as remarqué que depuis quelques jours, on en parlait à nouveau beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Soudan? C'est d'abord, il ne faut pas l'oublier, l'effondrement d'un État. C'est-à-dire un pays qui n'a jamais réussi à se doter d'institutions qui soient communément partagées et respectées par la population. Hélas, c'est souvent le drame africain. Mais dans le cas du Soudan, le phénomène a été renforcé, d'abord parce que le Soudan est d'une très grande dimension. C'est un des États, c'était avant la partition Soudan du Sud, l'un des États les plus grands au monde, il ne faut pas l'oublier. D'autre part, le Soudan se caractérise par des situations de rétraction communautaire extrêmement fortes, qui a fait cette rétraction fantastique que l'État comptait moins que les communautés locales. Cette espèce de repli généralisé des communautés locales sur elles-mêmes a laissé libre cours à une concurrence entre des leaders de l'armée et de ceux qui restaient de l'ancien État d'Omar el-Béchir, qui se sont affrontés. Et dès lors que l'on a ce triangle, c'est-à-dire concurrence au niveau des élites gouvernantes et notamment des élites militaires, éclatement et fragmentation sociale et cette liquidation institutionnelle, eh bien, on est dans une situation potentielle de guerre. Il suffit d'ailleurs de regarder et de constater que les États les plus grands en Afrique souffrent de maux comparables. La République démocratique du Congo a en partage avec le Soudan le fait de disposer d'un territoire qui est tellement vaste qu'on ne peut pas communiquer d'un lieu à l'autre. C'est-à-dire, il est beaucoup plus difficile d'aller de Kinshasa à Lubumbashi, capitale du Katanga, ou à Bukavu, que d'aller de Kinshasa à Paris ou à Londres ou je ne sais où. Le Nigeria vit aussi cette même tragédie. Voilà 3 États qui se caractérisent en même temps par une superficie défiant, je dirais, la géométrie politique, qui est un héritage du colonialisme, une fragmentation, une diversification très forte et une activation des rivalités entre élites. Eh bien, effectivement, il y a toutes les composantes d'une guerre, quand en plus viennent de l'extérieur des petits bras ou des gros bras pour instrumentaliser ces oppositions, alors effectivement, c'est l'explosion. Derrière cette rivalité entre l'armée nationale du général Burhan et les FSR, il y a des alignements de pays fort nombreux, d'un côté ou de l'autre, les Émirats arabes unis que tu as cités, mais on pourrait ajouter, bien entendu, l'Égypte et l'Arabie saoudite, et la Turquie, et l'Iran, et la Russie, et les États-Unis, et on pourrait ainsi continuer la liste.
c'est un peu la même chose en RDC, à travers le bras armé de Kagame, et on retrouve également les mêmes tentations au Nigeria et aussi en Libye. C'est dire à quel point, si l'Afrique ne se réveille pas et ne se réinvente pas, ça risque d'être la maladie banale de ce continent. Mais pourquoi on parle de plus en plus aujourd'hui des Émirats arabes unis? Alors, les Émirats arabes unis, c'est encore tout autre chose. C'est-à-dire, dans la grande nomenclature des États, les Émirats arabes unis se caractérisent par 3 ou 4 attributs sur lesquels il convient de réfléchir. D'abord, et tu l'as dit, c'est un État riche, doté de ressources, et notamment de ressources pétrolières, ce qui fait qu'on le convoite et on le craint en même temps. On le craint, c'est-à-dire on ne veut pas se fâcher avec les Émirats arabes unis. Ceci est visible tant du côté de l'Europe, des États-Unis, mais quand je dis l'Europe, j'inclus autant l'Europe occidentale que la Russie. Ça va ? Bon, donc c'est effectivement comme on dit, un petrostate, un État pétrolier. Deuxième caractéristique, c'est un État pratiquement sans société civile. Et ça, c'est très intéressant. Parce que si on compare à d'autres pétromonarchies, comme par exemple l'Arabie Saoudite a une société civile. Et cette société civile, quelle que soit la nature autoritaire du régime en place, elle constitue un acteur, elle fait pression. C'est ce qui explique, par exemple, que contrairement aux Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite n'a jamais accepté de signer, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tous les cas, les accords dits d'Abraham, parce que l'opinion publique, avec Israël, parce que l'opinion publique y est hostile. Aux Émirats arabes unis, cette société civile pratiquement n'existe pas. Il y a énormément d'immigrés, donc qui sont hors jeu du point de vue du débat public, du débat politique national, et il y a un certain nombre d'oligarques qui cumulent des fonctions économiques, politiques, religieuses, militaires, et qui ont la pleine gestion de ce qu'aux États-Unis on appelle un market state, c'est-à-dire un État qui n'existe que par son positionnement dans le marché. Et puis il y a un troisième facteur qui est extrêmement important parce que c'est vraiment la marque même de l'actualité, qui est le jeu de fluidité diplomatique. Autrefois, notamment du temps de la bipolarité, tout État dans le monde, et surtout lorsqu'il était de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, était aligné sur l'un des deux camps. C'est-à-dire on était protégé par l'URSS ou par les États-Unis. En gros, pendant toute la période de la bipolarité, c'était comme ça. Maintenant, ça, c'est fini. Et du coup, tous ces États qui, par ailleurs, ont de la ressource, je parlais de la ressource économique des Émirats arabes unis, sont tentés par un jeu tout à fait différent, qui est le jeu de l'aubaine, c'est-à-dire on va se positionner face à chaque problème, face à chaque enjeu, selon la méthode, selon le graphisme qui correspond le mieux à ses intérêts du moment. Et donc on verra les Émirats arabes unis rendre des services au demeurant non négligeables à la Russie, mais en même temps jouer de la manière dont les Européens occidentaux les convoitent, utiliser également leur positionnement militaire dans leurs relations avec les États-Unis, et donc tenter de gagner sur tous les tableaux en même temps. Ça, c'est le chic diplomatique aujourd'hui, c'est-à-dire réussir à s'entendre ponctuellement avec tout le monde de manière à ramasser la plus grosse mise. Et d'une certaine manière à se garantir l'impunité, parce que si la société civile, les médias documentent beaucoup le rôle néfaste des Émirats arabes unis aux côtés des FSR au Soudan, ils ne se font pas admonester non plus par les grandes diplomaties mondiales. Non, parce que pour les raisons que je viens d'exposer, les diplomaties mondiales, quelles qu'elles soient à Moscou, à Pékin, à Washington, ou à Bruxelles, à Paris ou à Londres, etc., ont toutes
intérêt à garder un contact, un lien avec les Émirats arabes unis. Il faut voir que les Émirats arabes unis ont par exemple un traité d'assistance militaire avec la France, mais en même temps recyclent le pétrole russe et également l'or que les anciennes troupes Wagner, maintenant Afrika Korps, ou les diamants que Wagner ou Afrika Korps ont pu collecter dans leur travail de prédation en Afrique. C'est quand même assez extraordinaire de voir comment les Émirats arabes unis accueillent des milliardaires russes, aident la Russie à contourner les sanctions et sont liés par des accords militaires avec un pays occidental comme la France et sont infiniment respectés par l'homme qui ne respecte pratiquement personne, à savoir le président actuel des États-Unis, M. Trump. Donc, c'est dire à quel point nous avons changé de monde, c'est dire à quel point la mesure classique de la puissance en termes de capacité militaire, en termes de capacité diplomatique, politique, comment cette vieille conception de la puissance est aujourd'hui dépassée et que, comme disent là aussi certains auteurs états-uniens, les cunning states, c'est-à-dire les États malins, sont davantage en mesure de peser sur le devenir du monde que ceux des États qui ont les équipements militaires les plus lourds et qui ont la réputation de la puissance la plus assurée. Alors, étant un paradis fiscal, les Émirats arabes unis planquent, on dirait, l'argent de tout un tas d'hommes politiques, de financiers, de mafieux, de margoulins. C'est peut-être aussi un moyen de pression sur les puissants de ce monde ? Mais tout à fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette diversification des ressources de puissance et où on cumule un certain nombre d'avantages liés à l'absence d'une société civile qui vous surveille, liés à un positionnement géographique avantageux, liés à l'importance de ces ressources, notamment en matière énergétique, on est capable de neutraliser les puissances les plus fortes et de devenir de facto, tu dis un État mafieux, moi je pense que le concept est effectivement pertinent, sans risquer la moindre impunité. Parce qu'il faut voir que le jeu mafieux est à l'image du monde actuel, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas en propre à un acteur, mais fait en même temps l'affaire de tout le monde. On est dans un monde d'interdépendance et hélas, il n'y a pas que la vertu qui soit interdépendante, laquelle pourrait donner la solidarité, l'empathie, la compassion, mais il y a aussi un certain usage diplomatique et politique du vice. Le vice devient fonctionnel pour celui qui le gère, mais aussi pour ceux qui, directement ou indirectement, en profitent. Dans un système interdépendant, il devient extrêmement difficile de contraindre l'autre. Alors, on va un petit peu revenir sur le Soudan. Quels sont les buts de guerre des Émirats au Soudan ? Certains évoquent notamment la ruée vers l'or. On regarde un extrait d'une enquête du Monde il y a 3 ans. À l'époque, on parlait surtout des Russes, de Wagner, qui combattaient aux côtés de l'armée régulière, mais on parlait encore et toujours de l'or. 2011. Le Soudan du Sud, qui abrite les 3/4 des réserves de pétrole soudanaises, fait sécession avec le Soudan. Privé de ce revenu essentiel pour son économie, le Soudan se tourne alors vers l'or. En 8 ans, entre 2009 et 2017, la production d'or du pays passe de 15 à 107 tonnes, faisant du Soudan le 3e producteur d'or en Afrique, derrière le Ghana et l'Afrique du Sud. Depuis 20 ans, le cours de ce métal n'a cessé de grimper, jusqu'à atteindre son plus haut niveau en mars 2022, à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Alors Bertrand, d'autres parlent de la recherche de terres arables. Qu'est-ce qu'on sait vraiment sur les motivations du déploiement international
d'Abu Dhabi, Abu Dhabi étant la capitale des Émirats arabes unis. Bertrand. Alors, je pense que tous ces éléments comptent, n'est-ce pas ? Mais comme bien souvent dans le jeu politique et social et économique, il n'y a pas un seul facteur. Le nouveau monde que nous ne savons pas regarder en face, c'est-à-dire ce monde interdépendant, ce monde où les logiques de puissance viennent soit se diluer, soit prendre différentes configurations qui échappent au contrôle des individus, a effectivement fait rebondir la prédation. D'ailleurs, la prédation, autrefois, elle était liée à la domination. Vous aviez la puissance, vous étiez en capacité de dominer, eh bien, vous pouvez recourir à ce moment-là à l'expansion coloniale, la domination coloniale qui débouchait sur la prédation. Mais ça veut dire qu'autrefois, la prédation était le luxe des plus forts et des plus puissants. Aujourd'hui, avec cette dilution des paramètres de puissance, la prédation devient une voie ouverte à quantité d'acteurs, et y compris à ceux qui n'ont pas forcément les ressources suprêmes de puissance, mais qui correspondent au profil que je dégageais tout à l'heure. Ça, c'est très important. Cette prédation, c'est l'or, c'est ce qu'on appelle le landsgrabbing, c'est-à-dire se saisir de terres pour les cultiver à son propre profit, ce qui est une façon comme une autre de pratiquer la prédation. Mais il n'y a pas que la prédation. Ce serait trop simple de dire ça. Derrière l'activisme de pays comme les Émirats arabes unis, qui ne sont pas les seuls dans cette catégorie, il y a autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est le désir de devenir une puissance régionale. Du temps de la bipolarité, il n'y avait pas de puissance régionale. Du temps de la bipolarité, il y avait deux coprinces du monde, l'URSS et les États-Unis, et il y avait à la limite des puissances régionales par délégation. L'Iran du Shah représentait les États-Unis. À un moment, l'Égypte nassérienne représentait l'URSS. Il y avait ainsi quelques États auxquels on reconnaissait un pouvoir de police locale ou régionale au nom du grand patron. Aujourd'hui, c'est fini. Comme il n'y a plus de pôle, comme il n'y a plus de puissance absolue, chacun veut se donner le rôle effectivement flatteur d'être une puissance régionale. Le Moyen-Orient est un champ de compétition pour puissance régionale. Dans le Moyen-Orient stricto sensu, le Mashrek, on voit bien le jeu de la Turquie, de l'Iran et de l'Arabie saoudite qui sont en compétition pour tenir ce rôle. Mais si on prend ce qu'on appelait autrefois le Greater Middle East, c'est-à-dire en étendant jusqu'aux confins du Maghreb, on s'aperçoit qu'il y a là des jeux de puissance régionale d'autant plus intéressants que le Soudan est côtier de la mer Rouge, que la mer Rouge et que le détroit de Bab el-Mandeb, qui en contrôle l'entrée, sont des lieux non seulement stratégiques au sens militaire du terme, mais stratégiques sur le plan économique, commercial. Ça débouche sur le canal de Suez, tout ça est très important. Donc il y a une vraie lutte d'influence entre un certain nombre de puissances régionales qui comprennent que s'ils arrivent à contrôler des éléments stratégiques de cet espace régional, ces États deviennent alors des puissances régionales et ont ainsi une autonomie politique par rapport aux vieilles grandes puissances. Parce que les vieilles grandes puissances, et c'est très clair dans la politique tant états-unienne que russe, que chinoise, voire européenne, ces grandes puissances ont besoin qu'il y ait sur place des États qui règlent la circulation d'une façon qui leur serait profitable. Justement, tu parlais de guerre pour la puissance au Moyen-Orient, parce que les Émirats arabes unis, on n'en parle pas qu'au Soudan, on en a parlé en Libye, avec l'éclatement de la Libye, on a parlé du rôle des Émirats arabes unis au Yémen, l'Algérie s'irrite de la présence des Émirats arabes unis, parle d'affaires intérieures, mais on a l'impression que l'Algérie n'est pas contente que les Émirats arabes unis viennent dans ce qu'elle pourrait considérer comme son domaine de domination naturelle, c'est-à-dire le Sahel et la Libye. Récemment, la Fédération a attiré tous les fantasmes en payant des rançons records au mouvement djihadiste malien, le JNIM.
Comment décoder donc cet activisme tous azimuts au regard des batailles pour la suprématie au Moyen-Orient? Quel est le rapport des Émirats arabes unis avec les pays qu'on a cités et avec les grands pays du Golfe, on va dire, et avec Israël? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. D'abord, il faut voir qu'on est dans une séquence d'effacement des clivages idéologiques et religieux. On a tendance à dire il y a l'idéologie islamiste, il y a l'idéologie socialiste, l'idéologie nationaliste. Ce sont des idéologies qui, de vecteurs qu'elles étaient au départ, sont simplement devenues des instruments d'opération. C'est-à-dire qu'on verra les Émirats arabes unis soutenir des mouvements de djihadistes, mais également pactiser avec les accords dits d'Abraham avec Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, nous ne sommes plus dans ce temps des alignements idéologiques. C'est-à-dire qu'on est dans ce que j'appelais tout à l'heure le temps de l'aubaine. On va aller soutenir celui des groupes qui pourrait nous être le plus favorable. D'où effectivement savoir jouer du soutien aux groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, aux CNIM, ou au contraire appuyer des juntes militaires si c'est plus avantageux. Et c'est là que les choses viennent à se brouiller, c'est-à-dire qu'on a trop tendance à regarder le monde à partir d'un découpage idéologique, là où l'effet d'aubaine est bien plus important. Ce qu'il faut voir et ce qu'il faut comprendre, parce qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, c'est que dans ce monde où les États deviennent impuissants, y compris les plus grands, dans ce monde où la ressource militaire n'est plus déterminante, et on voit bien, M. Netanyahou n'a pas pu, comme il disait, éradiquer ce qu'il appelait le terrorisme, n'est-ce pas ? Dans ce monde où le jeu des relations interétatiques classiques est défié, eh bien, il n'y a plus qu'un seul contrepoids, et ce sont les sociétés. Je disais tout à l'heure, les Émirats arabes unis n'ont pas de société. C'est ce qui leur permet à leurs dirigeants de faire à peu près tout et n'importe quoi. Mais les sociétés un peu partout commencent à se rebeller. La Gen Z à Madagascar ou au Maroc, c'est quand même assez extraordinaire. La résilience palestinienne, la résilience ukrainienne, le peuple soudanais qui existe, qui n'est pas tout simplement cette collection d'êtres inanimés, qui, elle aussi, cette population, fait valoir en même temps ses souffrances et ses droits. C'est peut-être cette énergie sociale qui peut arrêter cette espèce de mouvement fou qui part dans tous les sens, tel que je le décrivais tout à l'heure. Mais justement, est-ce que dans l'écosystème du Moyen-Orient, les puissances, grandes, petites, moyennes, sont prêtes à accueillir les Émirats arabes unis? Je parlais de l'Algérie, qui n'arrête pas de se plaindre de son influence, mais et les autres? Je crois que ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Autrefois, on était dans un monde où l'autre était un ennemi. Rappelez-vous les relations entre la France et l'Allemagne dans la période classique, etc. Aujourd'hui, on est dans une diplomatie nouvelle où l'autre est potentiellement un ami ou un ennemi, ça dépend ce qu'on va en faire. Et l'atout des Émirats arabes unis, c'est d'avoir quantité de ressources et de hochets à brandir pour qu'on trouve peut-être plus utile d'en faire un ami que d'en faire un ennemi. C'est pour ça que M. Poutine, M. Trump, M. Macron et M. Xi Jinping se retrouvent pour courtiser les Émirats arabes unis, chacun à leur manière. Donc, lorsque l'on est dans ce type d'équation, d'abord, l'incertitude est totale, c'est-à-dire on ne sait pas de quoi demain peut être fait, mais la prime est quand même donnée
à la diplomatie courtisane sur la diplomatie d'offensive. C'est-à-dire, on a plus intérêt à attirer dans son camp l'autre, même suspect, même si on ne l'aime pas. Regarde les États-Unis de M. Trump avec Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui était considéré comme un paria du temps où il avait fait assassiner le journaliste Khashoggi et qui maintenant est courtisé par les États-Unis. Il faut s'habituer à ces formes d'un cynisme renouvelé qui n'a plus de mécanisme correcteur interne. Encore une fois, il n'y a que les sociétés qui peuvent dire non, ça on n'en veut pas. Justement, est-ce que ce n'est pas pour de telles raisons que certains pays décrochent dans le concert des nations, des pays qui, justement, ont connu, entre guillemets, leur heure de gloire pendant la guerre froide et pendant les périodes d'alignement, des pays qui n'ont peut-être pas des hochets, comme tu dis. On pense à l'Algérie, une fois de plus, l'Algérie qui a une sorte de légitimité historique dans le sud global, dans le tiers-monde, mais qui n'a pas, comme peuvent l'avoir les Émirats arabes unis, une compagnie aérienne performante, une compagnie logistique performante, comme Dubai Ports World, qui n'a pas peut-être des chaînes d'information influentes. Toutes ces choses-là, est-ce que ce sont les hochets que tu identifies ? Ah, tout à fait. C'est de temps en temps des hochets, c'est quelquefois un peu plus que des hochets. C'est des jeux complexes, justement, d'interactions multiples. L'Algérie est prise en étau entre, d'un côté, le Maroc, qui a pu déployer tout un réseau de connexions à partir d'accords les plus cyniques qui soient, du style « j'abandonne les Palestiniens pour m'assurer du contrôle du Sahara », ça a marché, ça a fonctionné. S'appuyer en même temps sur les États-Unis, sur l'Espagne, sur la France, tout en sachant ménager de bonnes relations avec la Russie, voire la Chine, c'est idéal, effectivement, pour avoir plusieurs cordes à son arc. Et de l'autre côté, les Émirats arabes unis. L'Algérie a peut-être une diplomatie plus traditionnelle, reposant sur un certain nombre de postulats, relevant davantage de l'idéologie, de cette vieille vision issue de la fameuse déclaration d'Alger en 1967 qui a marqué le point de départ de ce tiers-mondisme activiste et qui effectivement paye moins que ces États marchés ou ces États marchands dont on parlait il y a un instant. Parce que justement le Tchad, voisin du Soudan, les Zahawa, la communauté qui se fait massacrer au Soudan, elle est proche des militaires tchadiens. Par le passé, le Tchad a été tenté d'intervenir aux côtés, finalement, de ceux qui lui ressemblaient. Mais aujourd'hui, le nouveau président Déby Fils semble affecter une sorte de neutralité qui se trouve même bienveillante vis-à-vis des Émirats arabes unis, qui seraient les amis des ennemis de sa propre communauté, parce que, d'une certaine manière, ça coûte de se brouiller avec les Émirats arabes unis. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire, dans ce jeu nouveau que l'on essaye de décrire, la principale boussole, c'est qu'est-ce qui peut optimiser mes chances de survie politique ? Plus que de survie économique, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et effectivement, la réponse optimale à cette question vient complètement effacer et la notion classique d'intérêt national, c'est quand même pas rien, ça, c'est une révolution par rapport à la science politique d'autrefois, et deuxièmement, la vieille idée schmittienne de « il y a les amis et il y a les ennemis ». Moi, j'ai grandi dans un monde, comme la plupart de ceux, enfin toutes celles et ceux de ma génération et même de la génération suivante, qui étaient en deux colonnes. Il y avait les amis et les ennemis. Il y avait ceux de mon camp et ceux du camp d'en face. Aujourd'hui, ça ne joue plus, ce genre de choses. Et ce qui est tragique,
c'est de voir qu'on a pensé que le conflit russo-ukrainien allait ressusciter ce dualisme, bloc occidental face à ce qui serait la renaissance du bloc post-soviétique, disons, et puis on s'est aperçu que ce n'est pas du tout comme ça que ça jouait, et que les États-Unis, qui ont beaucoup profité de ce jeu bipolaire et dualiste, maintenant sont les premiers à y échapper et à regarder le monde selon les principes de cette fluidité, beaucoup plus qu'en fonction des principes de fidélité et d'allégeance. Aujourd'hui, la loyauté paye moins, rétribue moins que l'aubaine. Alors Bertrand, dernière question, est-ce que le fait que les Émirats arabes unis soient des signataires des accords d'Abraham avec Israël est de manière aussi décomplexée, est-ce que ça ne donne pas une sorte de blanc-seing supplémentaire? Alors, compte tenu de ce que sont les Émirats arabes unis, effectivement, ils sont beaucoup plus en mesure que tous les autres à résister aux pressions qui pourraient remettre en cause ces accords. Parce qu'il n'y a pas de société civile émirati. Les accords d'Abraham ont été signés par 4 pays, je le rappelle, le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. Bon, le Soudan, on n'en parle plus, il n'y a plus d'État soudanais. Bahreïn, c'est très très particulier, c'est quand même un État confetti. Restent les Émirats arabes unis et le Maroc. Je pense que le Maroc est beaucoup plus vulnérable, parce que le Maroc a une opinion publique. Quel est le pays qui, au monde, a le plus manifesté son soutien à la cause palestinienne? C'est le Yémen, si on prend en compte les statistiques qui nous ont été données par la CNED. Mais le deuxième dans le monde sur les 193, c'est le Maroc. Et la Gen Z n'a cessé de brandir des drapeaux palestiniens, ce qui veut dire que la pression sociale peut tout remettre en question de ces échafaudages politiques. Aux Émirats arabes unis, il n'y a pas ça. Aux Émirats arabes unis, on est dans une logique qui est uniquement une logique de réseau. La logique de réseau, elle sert la fluidité de l'ordre international que nous connaissons aujourd'hui, là où la logique sociale peut la contrer. Donc c'est un état d'avenir, alors? Oui, mais il faut aussi faire attention que ces postures acrobatiques peuvent aussi conduire à de mauvaises foulures, car jouer de ces équilibres réserve de mauvaises surprises. Il ne faut quand même pas oublier que les Émirats arabes unis ont été très sévèrement humiliés au Yémen, où effectivement ils ont dû finalement se replier. Ça prouve que là aussi, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Et si on n'a pas de société civile chez soi, on en a peut-être en face, et ceux d'en face que vous agressez au nom de vos intérêts ponctuels peuvent finir aussi par se réveiller et se révolter. Merci beaucoup Bertrand Badi. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur offinvestigation.fr pour faire un don. On compte sur vous. Chaque euro compte.